Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Bonjour Karine, je suis ravie de vous accueillir dans Rubis sur Canapé. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invitée. Alors, vous vous appelez Karine Leyer, vous êtes journaliste et styliste spécialisée dans l'horlogerie-joaillerie. Absolument. Vous avez étudié donc les lettres et les sciences politiques avant de faire l'école supérieure de journalisme de Paris. Est-ce que c'était la voie la plus simple et la plus logique pour vous de devenir journaliste ? Pour moi, c'était effectivement une voie logique. Il me semblait qu'il fallait une certaine culture générale avant d'oser écrire ou parler. Et d'autre part, une école permet aussi d'apprendre les techniques du journalisme. Donc, ça s'est passé tout naturellement. Et j'ai eu la chance de faire dès la sortie de l'école un stage à l'Express, un stage de 15 jours qui s'est finalement prolongé pendant 1 an. J'ai pu travailler à la rubrique culturelle d'un supplément qui s'appelait à l'époque l'Express Paris. Et ça a été une expérience extrêmement enrichissante. Et donc, vous avez continué à travailler un peu dans la culture un certain temps ou vous êtes tout de suite spécialisée dans les bijoux ? Alors, j'ai continué un petit peu, mais il se trouve que les hasards de la vie, les hasards d'une carrière ont fait que je me suis retrouvée dans un magazine industriel, un magazine professionnel spécialisé dans les transmissions oléo-hydrauliques et pneumatiques. Pour tout vous dire, je ne savais absolument pas de quoi il s'agissait. Et c'était pour moi tout à fait à l'opposé de ce que je savais. Il me semblait que quand on est journaliste, on doit apprendre justement sur des sujets qu'on ne connaît absolument pas. Sortir ça de sa zone de confort. Totalement. Et là, c'était vraiment le cas. Et ça a été un véritable challenge, surtout pour une femme, parce qu'en fait, c'est un milieu extrêmement masculin, dur, et j'ai là aussi beaucoup appris. Et ensuite, autre hasard de la vie, dans mon groupe de presse, un magazine professionnel là aussi de bijoux et de montres est arrivé qui s'appelait Orion et on m'en a confié la rédaction en chef. Et c'est là qu'a démarré cette aventure, cette passion pour l'horlogerie-joaillerie. Oui, donc en fait, c'était pas une évidence, c'est un peu un hasard de la vie, même si vous aviez quand même déjà un peu une attirance sur ce secteur. Oui, en fait, c'est aussi la raison pour laquelle disons, le directeur de la publication m'a confié le magazine, parce qu'un jour, il a vu que le week-end, j'allais dans le salon Bijorka, alors que j'étais sur un secteur industriel. J'y allais pour le plaisir, parce que j'aimais déjà les bijoux. J'en avais fabriqué quand j'étais toute jeune, que je vendais dans le lotissement en face de chez mes parents à la campagne. Donc voilà, c'était effectivement, déjà, il y avait quelque chose. Mais très vite, ce fut une révélation. Et est-ce que on écrit de la même manière à propos de l'horlogerie ou de la joaillerie ou c'est quand même différent ? C'est à la fois différent et c'est aussi on va dire, une grande famille. C'est pour ça que c'est souvent lié. Alors effectivement, il y a des passerelles, par exemple les montres joaillères, ou voilà, il y a toujours de la technique, que ce soit en bijoux comme en montres. Et du coup, mon passé on va dire, de journaliste industriel, entre guillemets, a été utile dans certains cas. Oui, parce que c'est quand même un secteur très technique. Absolument. Alors, on rêve avec le bijou, mais il ne faut jamais oublier que derrière, il y a de la rigueur, de la technique, et il y a à la fois le travail de la main et parfois aussi le travail des machines. Donc, cette compréhension des deux aspects, effectivement, m'a été utile dès le début. Alors après, on écrit aussi finalement pareil dans le sens où il faut avoir la même rigueur, le même professionnalisme, quel que soit le sujet que l'on traite. Ça, c'est le seul point commun entre les sujets horlogerie, joaillerie, mais tous les autres sujets, à partir du moment où on est journaliste. Donc là, vous êtes spécialisée donc, à écrire avec Orion dans l'horlogerie-joaillerie.
Est-ce que c'était difficile du coup de se faire une place dans ce secteur? À l'époque, pas forcément, parce que c'était un secteur qui allait un petit peu mieux il y a quelques années et il existait plusieurs magazines professionnels. Aujourd'hui, malheureusement, ce secteur, bon souffre un peu, s'est rétréci, donc il y a moins de magazines et à l'époque, effectivement, j'étais à la tête de ce magazine qui sortait tous les 15 jours. Donc la grande difficulté, c'était souvent de trouver des idées pour l'édito. Tous les 15 jours, c'était compliqué, stressant, mais passionnant. Et donc voilà, aujourd'hui, je crois que c'est plus compliqué aujourd'hui pour des jeunes journalistes qui arrivent dans ce secteur de se faire une place. Et surtout, le métier a vraiment évolué avec l'arrivée des blogueurs, des influenceurs. En quoi ça a changé votre manière de travailler? Alors, déjà, il se trouve que j'ai changé aussi de statut après avoir travaillé longuement pour le magazine Orion en étant intégrée dans une rédaction. Malheureusement, ce magazine a disparu. Bon, parce qu'il est tombé sur un escroc, qui, voilà, ça arrive. Donc, le magazine ayant disparu, je me suis retrouvée comme ça, dans une sorte de no man's land, et des personnes que je connaissais, pour lesquelles j'avais travaillé sur un hors-série bijoux, hors-série joaillerie pour le Nouvel Obs, préparait à l'époque le hors-série, horlogerie de l'Express. Ils m'ont dit, mais comment ça, tu es libre, tu n'as rien à faire, donc on aimerait te faire travailler. Et je suis rentrée à nouveau dans le secteur, mais cette fois-ci en tant qu'indépendante. Du coup, je suis devenue, comme beaucoup, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur aujourd'hui, puisque le statut a légèrement évolué, mais je suis passée d'un statut de salarié à celui d'auto-entrepreneur, qui change radicalement les choses. Et puis, on ne travaille plus pour un seul magazine, mais pour plusieurs. On doit s'adapter à des tas de choses très variables, comme les sujets, comme la cible du magazine, et surtout le Donc timing. faire preuve d'une grande Ah adaptation. oui, Oui. ça c'est une qualité essentielle. Il faut vraiment une grande souplesse, beaucoup d'énergie pour ne pas avoir peur de travailler, parce que c'est parfois très compliqué quand vous avez des bouclages qui s'enchaînent aux mêmes périodes. Alors par exemple, quand certains magazines doivent tous sortir, par exemple pour les fêtes de fin d'année, tout le monde a envie de parler de haute joaillerie, de joaillerie ou de belles montres pour les fêtes de fin d'année, ou alors quand il y a des salons comme Baselworld en Suisse pour les montres, mais aussi pour la joaillerie. Donc tous les numéros spéciaux sortent à ce moment-là, et quand vous travaillez pour plusieurs magazines en même temps, vous devez tous les boucler en même temps. Donc il faut avoir beaucoup d'énergie, prendre des vitamines et avoir la foi, on va dire, en son travail. J'imagine, mais donc ça, c'est un peu un inconvénient entre guillemets, mais ça a quand même des avantages d'être indépendante. Est-ce que vous avez peut-être plus de liberté sur ce que vous écrivez ou ça change rien? J'ai une liberté plutôt sur mon organisation, puisqu'en fait, on a de compte à rendre, entre guillemets, qu'à soi-même. Les personnes auxquelles vous devez remettre votre travail vous donnent une deadline, vous devez la respecter, à vous de vous organiser. En revanche, la liberté sur ce que j'écris, ça n'est pas forcément le cas, parce qu'en fait, on doit s'adapter aussi au magazine, au sujet. Parfois, les sujets me sont imposés, d'autres fois, je les propose. Voilà, ils sont acceptés ou non. Donc, finalement, non, la liberté, c'est plutôt de ne pas avoir un emploi du temps fixe et de ne pas avoir de bureau, de travailler chez soi, bon, avec des avantages et des inconvénients. Et du coup, alors, à quoi ressemble votre quotidien? Mon quotidien, c'est en général de me lever tôt. Si je sais que j'ai beaucoup de travail, je m'endors en sachant que je suis en retard et finalement, automatiquement, je me réveille bien avant l'heure de réveil normale. Il m'arrive même de me lever au milieu de la nuit et de me mettre au travail pour avancer, parce que je sais que sinon, ça va être trop stressant. Donc, se lever tôt est devenu,
aujourd'hui mon principe. Et puis, bon, parfois se coucher tôt, c'est très bien, mais ça dépend parce que j'ai souvent aussi des soirées professionnelles qui sont en fait aussi un plaisir, puisque je suis très souvent invitée à des cocktails, à des présentations, à des tas de choses. Alors, la journée, finalement, peut être émaillée de ces rendez-vous. Quand on va nous présenter une nouvelle collection, quand on rencontre un créateur, des moments de travail chez soi, des moments de rencontre le soir, et en fait, ça peut être extrêmement variable. Mais disons que ça n'est pas la journée de travail va aussi être là le week-end. Il faut savoir que bon, je ne Oui, considère si pas vous le avez par week-end. exemple un événement le week-end, bah, Oui, vous y allez. ah, alors bien entendu les événements, mais très souvent le week-end est consacré à l'écriture parce que notamment le dimanche, c'est la journée la plus calme où le téléphone ne sonne pas. Et pour l'écriture, il faut quand même du silence, de la concentration. Ça n'est pas le problème de la page blanche, entre guillemets, mais plutôt, je dirais, de l'écran noir de l'ordinateur. Et j'ai beau aimer l'écriture depuis toujours, en fait, je n'écris pas avec facilité. Ça a toujours été une violence. Il y a des personnes qui écrivent avec fluidité, simplement. Pour moi, c'est une souffrance, mais en même temps, c'est une souffrance à laquelle je suis accro, en quelque sorte, comme une drogue, parce que c'est ma passion, l'écriture, mais je n'estime pas que ça soit quelque chose de facile. Donc, parce que je veux toujours donner le meilleur de moi-même pour les lecteurs, pour les gens qui me confient un travail. Donc, ça demande de la concentration, du temps Et beaucoup et de de l'énergie. travail. Je crois surtout que tout le monde travaille beaucoup. En général, c'est le cas. Je crois que c'est commun à des tas de métiers aussi liés à un côté artistique, parce qu'en fait, je ne considère pas que le journaliste soit un artiste, mais pour autant, Si son on produit métier, quelque chose. quand même, voilà, il va produire quelque chose et en plus, il va produire quelque chose lié aussi à des formes d'art, les formes d'art des créateurs de joaillerie ou de montres. Et finalement, on va aussi mettre beaucoup de subjectivité, que pourquoi est-ce qu'on apprécie tel créateur ou créatrice plutôt que tel autre. Il ne faut pas penser qu'on est objectif, c'est très compliqué. On veut simplement être professionnel, faire son travail le mieux possible, mais l'objectivité n'existe pas, ça n'est pas possible. Sinon on ne va pas écrire les choses avec passion, ça va être ennuyeux, ça va être certes très rigoureux, mais C'est pas bon une voilà. encyclopédie en fait, c'est des Non, articles que vous absolument, écrivez. voilà, ni une recette de cuisine, ni bon, il faut et puis on met beaucoup de soi. On peut reconnaître l'écriture de chaque journaliste finalement dès le début parfois. Nous avons tous notre façon d'écrire, on a du mal à la changer, mais peu importe Mais c'est ça qui est de beau aussi. voilà, son style, sa personnalité et en fait, il faut juste l'assumer. Et comment alors vous définiriez-vous le journalisme? Très, très vaste question. Là, effectivement, le journalisme, pour moi, d'abord, c'est une vocation. J'ai souhaité être journaliste. Je crois que j'étais en classe de troisième. Un jour, le prof de français a parlé de ce métier et je me suis dit, waouh, c'est ça ce que je veux faire. Et à l'époque, j'étais extrêmement timide et c'était me faire violence. Je disais, mais comment vais-je faire avec ma timidité? Et ça a été un challenge finalement de lutter contre soi-même. Bon, d'autres auraient fait du théâtre, moi j'ai fait du journalisme. Et finalement, mon combat n'a été que contre moi-même. Et bon, je me suis dit, il faut se donner les moyens pour se rassurer. C'est pour ça que j'ai fait pas mal d'études, parce qu'en fait, je n'étais effectivement pas sûre de moi au départ. Ah oui, ça Et vous donnait une espèce de légitimité que vous aviez besoin. voilà, mais c'est tout à fait personnel. En fait, d'autres n'ont pas besoin. Moi, je dis que beaucoup de journalistes n'ont pas forcément besoin de faire une école de journalisme, n'ont pas besoin d'avoir tous les diplômes que j'ai.
Non, en Mais fait, peut-être pour s'ouvrir les portes, c'est quand même plus facile, non? ça peut l'être, effectivement, dans certains cas, auprès de certains journaux, ça peut être le cas. Mais aujourd'hui, je crois, et puis c'est valable pour beaucoup de métiers, je crois que si on le fait vraiment avec conviction, avec passion, avec foi en soi, peu importe sa formation. Je crois qu'en fait, la formation, c'est surtout Pour de apprendre des rencontrer des choses. gens qui vont vous former, qui vont vous aider. Et c'est vrai que c'est une fois qu'on se jette à l'eau, qu'on se rend compte si on est bon ou pas si on est fait ou pas pour ce métier. Et c'est à ce moment-là qu'il faut mettre le plus d'énergie. Et les diplômes, on les met de côté, voilà, on les met sur le CV et on oublie, mais c'est dans la vie, dans le concret qu'on apprend le plus, à mon avis. Oui, et puis comme maintenant tout un chacun peut s'exprimer, du coup on a accès à plein d'autres informations. Donc au final, des gens qui n'ont pas forcément fait d'études de journalisme ont accès Absolument, à c'est vrai. ça. Mais du coup, comment faire alors pour être sûr de ce qu'on lit, de la véracité de... Ça, c'est tout Qu'est-ce que... justement le problème que C'est vous bien et pas bien soulevez. en même Ah temps. oui, alors parce qu'effectivement, je reviens à votre question, qu'est-ce qu'est le journalisme? Pour moi, à la base, c'est beaucoup de curiosité, mais aussi de la rigueur. Vérifier son information en permanence. Ne pas écrire quelque chose qui pourrait ne pas être vrai. Et le journaliste a une grande responsabilité. Et en fait, voilà, la carte de presse, la carte professionnelle de presse du journaliste est liée à des tas de responsabilités, des devoirs. Et aujourd'hui, tous ceux qui veulent écrire, veulent voilà, communiquer des choses sans avoir forcément cette formation, ces idées en tête et surtout cette éthique. C'est un mot qui pour moi est essentiel dans la presse. On a des responsabilités et toutes ces personnes-là ne se rendent pas compte. Elles ont parfois beaucoup plus de superficialité et vont transmettre des informations erronées. Et c'est ce qui est grave. Et aujourd'hui, on a beaucoup trop d'infos, alors que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Internet, partout, même à la télévision, Mais c'est pas beaucoup trop. forcément facile de trier. Ah, mais voilà, et il y a beaucoup de choses. Il y a de la désinformation, ce qui est grave. Il y a la désinformation, c'est sciemment qu'on oriente les gens vers les choses fausses. Il y a également des choses erronées parce qu'elles sont maladroites, des infos qui n'ont pas été vérifiées. Et puis, il y a souvent des informations inutiles qui, en fait, brouillent le message. Donc aujourd'hui, je trouve que le métier de journaliste a évolué vers quelque chose de beaucoup plus difficile. Il y a aussi moins de respect vis-à-vis des journalistes professionnels, puisque tout le monde pense qu'il pourra être journaliste. De la même façon que, par exemple, quand voilà, on visite une expo de Picasso, vous entendez souvent dire un père à son enfant, ah ben, tu aurais pu le faire, c'est pareil. Tout le monde pense qu'il pourrait peindre comme Picasso, ce qui est totalement faux. Et beaucoup pensent qu'il pourrait être journaliste, ce qui est faux aussi. C'est un métier quand même pas si facile que ça, même si j'ai une véritable passion pour ce métier et je le conseille à tout le monde, mais il demande du travail, de la rigueur, de l'exigence vis-à-vis de soi-même et du respect vis-à-vis des autres. Et de l'éthique. Et de l'éthique, et voilà, l'éthique est... Alors voilà, c'est un gros mot. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de jeunes générations ne savent même pas comment ça s'écrit, ce que ça veut dire. Et j'ai un peu cette expérience qui fait que j'ai cette exigence aussi par rapport aux mots, par rapport à des tas de choses que j'ai apprises et qui font qu'on a envie aussi de transmettre tout ça, de respecter la langue française, de respecter les informations. Et voilà, C'est hyper important. c'est ma vision des choses et je la défends avec énergie. Et alors, comment vous voyez le journalisme de demain? Ah, ça aussi, c'est une vaste question, parce qu'effectivement, il évolue tellement vite aujourd'hui. J'ai dû moi-même m'adapter aux réseaux sociaux, même si à l'école de journalisme, j'ai appris la radio, la télévision, mais j'ai très vite choisi l'écrit parce que ça me demandait
une réflexion, ça me laissait une réflexion supplémentaire pour choisir les mots plus facilement. Mais les réseaux sociaux sont arrivés et je me suis dit, je ne peux pas passer à côté de ça. Donc, je me suis adaptée à tout. Notamment aujourd'hui, Facebook est beaucoup moins utilisé. Aujourd'hui, on utilise davantage Instagram. Là encore, il y a des évolutions très récentes, c'est que on ne se contente plus des posts, mais aujourd'hui, on poste des stories sur Instagram. Et là encore, tout va tellement vite. Et ça aussi, ça fait partie du journalisme. Donc, mon métier n'est pas simplement d'écrire un article pour la presse écrite ou sur le web, mais aussi je complète sur Instagram, sur Facebook également, sur Twitter. Et tout ça, c'est extrêmement complet. Alors, je crois que le journaliste de demain, il faudra qu'il soit, comment dire, comme un couteau suisse, si j'ose dire, être capable de s'adapter à des tas de choses et garder un socle, savoir en quoi il croit, quel est son métier, effectivement, c'est cette éthique, ce professionnalisme, mais s'adapter à des tas de technologies. Et ça n'est pas possible d'être simplement spécialisé dans une rubrique ou simplement Puis aussi un mode de vie, une façon de voir les choses plus qu'un métier en soi, oui, une façon de vivre. absolument. Oui. Et comme vous le disiez, adaptabilité, et voilà, de vivre le journalisme au final. Oui, c'est quelque chose qui évolue vraiment là aussi, moi j'ai évolué aussi, je suis devenue styliste en joaillerie et en montres. Alors, c'est quelque chose que je ne savais pas faire au départ, que je n'ai pas appris, et je l'ai appris là aussi sur le tas. Alors, pour l'Express également, on m'a demandé d'organiser un shooting, même plusieurs shootings pour l'Express, de sélectionner les montres, donc c'est quelque chose d'assez passionnant, un shooting. C'est comme une expérience finalement comme si vous participiez à une séance, un mini-film avec toute une équipe autour. Et pendant, par exemple, 2 jours, vous êtes enfermé dans un studio. Chacun sait ce qu'il doit faire. Mon rôle est de sélectionner les montres ou les bijoux, voire les deux, de les faire venir, de les surveiller. Les maisons de joaillerie, par exemple, vont me confier des choses parce qu'elles me connaissent. Elles ne confieront pas à d'autres personnes. Alors aussi, ça dépend du support du magazine dans lequel cela va paraître. Tout est une question de relationnel, de confiance. Là encore, il y a des choses qui sont entrées en ligne de compte, c'est l'aspect sécurité, puisque quand on manipule des objets qui ont une très grande valeur, parfois des millions, on est obligé de faire très attention, d'être prudent, de savoir qu'on pourrait être braqué à tout moment, de penser à des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Alors, quand j'étais jeune journaliste, je voulais être grand reporter et à l'époque, ma maman m'a dit: «Ah non, non, mais tu vas pas partir dans des lieux de guerre, des choses comme ça». Et puis bon, j'ai dit: «Bon, effectivement, à Paris, c'est vrai que je risque pas grand-chose». Mon quartier de jeu, on va dire, c'est la place Vendôme et la rue de la Paix. Eh bien si, il ne faut pas penser ça. Il y a des braquages, on travaille sur des choses qui font rêver les gens et qui font rêver tellement qu'on peut être en danger. Là aussi, on apprend. Donc, vous voyez cette adaptabilité à des choses très différentes. Et il faut déjà se préparer à ça et savoir que dans ces cas-là, même si je suis responsable des bijoux qui me sont confiés, il y a des assurances et il ne faut pas risquer ni ma vie ni celle des personnes qui sont dans le studio pour pouvoir essayer de protéger un objet et si le malfaiteur le veut absolument, il est capable d'avoir une réaction inappropriée et mettre tout le monde en danger. Donc en fait, il faut formater son cerveau en disant non, non, même si je dois conserver ce bijou, non, d'abord la priorité aux personnes. Mais un jour, j'étais très stressée parce qu'on m'avait confié un bijou très personnel, une créatrice m'avait demandé d'aller chercher, et là aussi ça n'était pas du tout raisonnable, c'était dangereux, le bijou qu'elle avait fait un bijou unique
qu'une dame avait souhaité pour son mariage. C'était une pièce magnifique. Et là, moi, je Donc me il y a une dimension disais, émotionnelle ah là, au-delà de voilà, la dimension dimension monétaire. vraiment émotionnelle. Et ce bijou-là, j'en ai pris particulièrement soin. Et dans le studio photo, voilà, quand les coursiers viennent, quand les gardes du corps sont là, bon, voilà, il y a des personnes qu'on ne connaît pas forcément, qu'on n'identifie pas. Et donc, j'avais vraiment caché ce bijou. Je disais, si par hasard il arrive un malheur, hein, ce qui ne m'est jamais arrivé, mais qui peut arriver à d'autres, eh bien, ce bijou, il ne faut pas qu'il soit volé parce que lui est irremplaçable, parce qu'il a cette dimension émotionnelle, pardon. Même si tous les bijoux qui sont dans la catégorie haute joaillerie, par définition, sont des pièces uniques, donc irremplaçables, mais tant que le bijou n'a pas trouvé la personne qui le portera, il n'a pas encore tout à fait cette même dimension émotionnelle. Il a un petit peu parce que il a été créé par des personnes qui ont mis beaucoup. Et le bijou est souvent une œuvre collective. Bon, parfois non, quand il s'agit d'un bijou un peu plus simple, mais en haute joaillerie, c'est impossible. C'est pour ça d'ailleurs, il existe un collectif qui s'appelle l'Orchestre Joaillier. Bon, le chef d'orchestre est Frédéric Manet et il a fait appel aux meilleurs corps de métier qui ont créé tous ensemble en fait un bijou exceptionnel, unique, mais chacun est intervenu dans sa spécialité. Et en fait, le but, c'était que tout le monde soit traité de la même façon, respecté de la même façon, parce tout le monde est utile pour Et créer une pièce essentiel même. essentielle. Ah oui, vraiment. Et ce sont souvent des personnes qui travaillent dans l'ombre pour faire rêver tout le monde sur un bijou d'exception. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dévoile pas forcément et qui sont parfois moins sexy entre guillemets. Bon, voilà, c'est que avant d'être poli, le métal a parfois un aspect qui est triste et qui est, bon, Ou sale. voilà, sale. Les mains sont sales. Au début, ça ne ressemble à rien. Donc, d'ailleurs, depuis que je me suis spécialisée dans la bijouterie, j'ai essayé de me former au fur et à mesure. Donc, un jour, j'ai appris à sertir un diamant. Un autre jour, j'ai fabriqué un bijou en argent. Je fais des ateliers comme ça. Une autre fois, j'ai même taillé une pierre. La maison Pia, qui est lapidaire de la rue de la Paix, m'a permis de faire un stage pour apprendre ce genre de choses. Et à partir du moment où j'ai fait moi-même une partie du travail, je comprends encore mieux la qualité des bijoux qui me sont montrés. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Alors pour les montres, c'est pareil. Avec la maison Gégère-Lecoultre, j'ai pu également monter bon, un mécanisme un petit peu simple, un mouvement simple, hein, mais bon, un stage organisé pour les journalistes. Mais là aussi, comprendre euh, comment on met en place une pièce minuscule dans un mécanisme d'horlogerie, c'est vraiment tellement impressionnant. Ensuite, on comprend le prix des montres ou le prix d'un bijou à partir du moment où on s'y est penché davantage. Donc, c'est pour ça que ça aussi, c'est le journalisme, c'est essayer de se mettre à la place de l'autre. Et c'est valable aussi quand on travaille dans un magazine. En fait, j'estime qu'on doit s'intéresser par exemple à la maquette, savoir comment le maquettiste travaille. Là aussi, j'ai toujours été intéressée par tout l'aspect fabrication d'un journal. Et mon tout premier stage, avant même l'Express, parce qu'en fait, je viens de Toulouse et j'ai commencé mon premier stage dans la presse quotidienne régionale à la Dépêche du Midi, où j'ai voulu tout comprendre, de l'impression qui est du journal avec les rotatives,
la fabrication, la relecture, les différentes rubriques. J'allais voir tout le monde, le service sportif, le service politique international. Je voulais tout comprendre. Et Donc, du coup, alors, qu'est-ce que c'est les différentes étapes d'un oh là là, journal? il y en a énormément. C'est ça qui est difficile. Et c'est vrai que ça va dépendre du journal. Alors, effectivement, quand il s'agit d'un journal de presse écrite, bon, on écrit, bien entendu. Ensuite, on va mettre en page. Donc, le journaliste va fournir un texte brut, entre guillemets, et des photos. Puisqu'aujourd'hui aussi, le journaliste est pluridisciplinaire. Autrefois, il y avait des personnes qui se chargeaient de toute cette partie illustration. Aujourd'hui, nous sommes tenus de proposer des photos aux maquettistes. Mais du coup, les photos, c'est pas les marques qui vous les donnent, c'est comme ce que vous disiez tout à Oui. l'heure, donc soit parfois j'imagine que c'est quand même les maisons qui vous les donnent, ou alors vous organisez, c'est le métier de styliste. Ah, absolument. le- Où l'on produit des photos sur mesure pour le magazine. Alors ça, effectivement, pour des shootings, pour la couverture, c'est quand même mieux d'avoir une couverture qui n'est pas une photo qui a été fournie par une maison. Donc, et ça demande, c'est un travail assez artistique, même ne serait-ce que pour une couverture, ça peut parfois prendre une journée dans un studio photo, quand c'est complexe, quand c'est un Et magazine du coup, important. donc vous, le métier de styliste, c'est de trouver la pièce, de savoir comment la mettre en avant. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, effectivement, la choisir, la proposer à l'équipe, puisque je ne décide jamais seule, je propose des choses, mais j'essaie de trouver la pièce la plus en adéquation, là où les pièces la plus en adéquation, les plus récentes. L'objectif aussi, quand on est journaliste, c'est de parler des nouveautés, des choses nouvelles. Donc, sinon on est historien. Mais la difficulté, c'est d'obtenir toutes ces nouveautés avec d'autres magazines en concurrence. Par exemple, quand on fait un shooting de haute joaillerie, les pièces sont toutes disponibles au début juillet à Paris pendant une semaine. Et si on veut les pièces, on se dispute tous entre guillemets. Ah, moi je veux telle pièce. Alors évidemment, le magazine Vogue va passer avant, notamment des magazines pour lesquels je travaille, comme Dreams, Lux Infinity ou, euh, ou Paris Fantastique ou d'autres, ou l'Honoré. Voilà, le magazine Vogue va être prioritaire parce que c'est un magazine extrêmement prestigieux. Mais à d'autres moments, on arrive à obtenir des choses de grande qualité parce que on va leur proposer quelque chose qui mettra en valeur leurs bijoux. Donc mon rôle aussi, c'est de respecter le bijou et c'est pour ça que les maisons de joaillerie ou de montres vont me faire confiance en sachant que je vais demander à l'équipe de faire en sorte qu'on le voit bien, alors que le bijou soit photographié en nature morte ou porté, il faut qu'il soit visible une fois la réalisation terminée. Et il faut aussi qu'on raconte une histoire. Un shooting, une série photo, c'est une histoire dans laquelle le lecteur doit rentrer. Ça le fasse rêver, qu'il se dise, mais voilà, c'est pas simplement des photos, ce qu'on appelle backshot, des photos toutes simples prises en studio, mais quelque chose qui amène un univers spécifique, qui fait rêver, donne envie de porter ce bijou dans des situations un petit peu spéciales. Donc voilà, c'est tout cela. Et ensuite, à la fin de la journée, mon rôle est surtout de pouvoir rendre le bijou et la montre à une heure précise, parce que les coffres-forts ferment très tôt, très souvent à 17h, donc on a un timing très court pour réaliser tout ça. Donc il y a beaucoup de tension, je dirais même de stress, mais c'est passionnant. C'est passionnant, c'est pour ça que je vous dis, c'est comme une équipe de film, il y a un timing. Tout le monde sait ce qu'il a à faire et à la fin, quand la photo est bonne, on est heureux. On applaudit parfois à la fin. Bah, vous avez bien raison, c'est l'aboutissement du travail et c'est génial. Ah,
pour un article, alors, comment ça se passe, les étapes de rédaction? Comment vous choisissez le sujet, l'angle que vous allez donner? Alors en général, voilà, il y a différents types d'articles. Soit c'est un article, par exemple, le portrait d'un créateur. Là, c'est quelque chose de plus simple. Euh, il y a un seul sujet, une seule personne, l'angle est tout trouvé. Si on choisit un dossier, par exemple, les pierres de couleur, c'est un sujet vaste. Alors, comment traiter les pierres précieuses ou les pierres fines de couleur, lesquelles choisir, comment illustrer? En fait, il faut essayer de prédéterminer à l'avance ce dont on souhaite parler et essayer de faire un plan dans sa tête, voire par écrit. Et pour un article, en fait, la base, alors là, je dis des choses tout à fait simples pour un journaliste. Il faut savoir comment commencer un article et surtout comment on va le finir avant même de l'avoir écrit. En quelque sorte, il y a une attaque, une introduction Comme une qui doit, dissertation, en fait. comme une dissertation. Et c'est vrai qu'il peut y avoir un côté un petit peu scolaire, mais si on ne sait pas comment on va finir, en fait, on peut terminer comme un cheveu sur la soupe un article. Alors, il ne faut pas forcément faire une conclusion. Il faut parfois terminer comme ça très simplement, mais savoir par quoi on finit l'article, mais surtout le plus important, c'est savoir comment on le commence, parce que sinon, L'accroche. personne ne va rentrer dans votre article, entre guillemets. Le titre est essentiel, le chapeau est primordial et les premières lignes. Et à partir de là, on sait ou non si on va captiver le lecteur. Alors après, il y a ce qu'on appelle des inters, c'est-à-dire au milieu du texte, des mots ou des bouts de phrases qui vont attirer l'attention. Et l'autre aspect d'un article, c'est effectivement le visuel. Moi, je suis très sensible au visuel depuis toujours et c'est pour ça aussi que je Surtout dans m'intéresse ce secteur. aux séries photos et dans ce secteur parce que c'est très compliqué de parler d'une pièce de joaillerie ou d'horlogerie sans la montrer. C'est vraiment un exercice, on peut essayer, mais publier quelque chose sans une photo, c'est même extrêmement difficile. Alors, malheureusement, c'est ce qu'on doit faire aussi dans un dossier où on n'a pas la place pour publier des photos de tout ce dont on parle. Quand le dossier est complexe, on va citer des bijoux qu'on va essayer de décrire le mieux possible en sachant que la photo ne va pas forcément passer. Et ça, c'est toute la difficulté. Alors, si c'est un bijou riche en pierres, on va décrire toutes les pierres. Si une technologie spécifique a été adoptée, on la décrira. Pour une montre, c'est pareil. On va expliquer quel est son mécanisme, sa spécificité. Mais la photo est essentielle et la légende de la photo. Là aussi, il faut savoir écrire quelque chose de court qui va dire l'essentiel et faire en sorte que le lecteur puisse tout de suite savoir de quoi il s'agit. Et en fait, on dit souvent qu'un article peut se lire en diagonale. On lit le titre, la légende, les inters, le chapeau, et en gros, on doit savoir Si ça va nous plaire ou tout, pas. mais on doit avoir pratiquement toute l'info déjà là-dedans. Et ensuite, le lecteur rentrera ou pas dans l'article s'il le souhaite, parce que finalement, nous ne faisons que proposer des choses, et la liberté du lecteur ou de l'auditeur, enfin, c'est de lire, d'écouter ou non, de zapper à la télévision. Nous sommes, il faut rester humble, nous faisons un travail que nous proposons et qui ensuite, par exemple, pour un journal, on dit souvent le journal qui va servir à emballer le poisson ou le magazine qui va finir à la poubelle. Et pour moi, à chaque fois, c'est comme un accouchement, entre guillemets. Et quand je vois comment on feuillette un magazine sur lequel j'ai beaucoup travaillé, puis qui est négligemment posé, ça me fait mal parce que c'est un petit peu de moi, mais je le comprends. Je comprends, c'est valable pour tous les métiers aussi, voilà, mais c'est vrai qu'on met parfois énormément de soi
j'ai aussi parmi mes différentes fonctions le secrétariat de rédaction pour l'Express, pour le hors-série montre de l'Express 12, puisque c'est désormais le titre de ce hors-série. Et là, ça demande un travail mais infini. Là, bon, j'ai terminé un magazine pour lequel je travaillais 12 heures par jour. Je n'avais pas le choix de faire autrement, donc, parce que je voulais qu'il n'y ait absolument aucune erreur. Je relisais tout et je le relisais plusieurs fois et de toutes les façons, tout vérifier. Et à la fin, quand le magazine sort, même ce que je n'ai pas écrit moi-même, que d'autres journalistes ont écrit, j'ai l'impression que ça m'appartient aussi parce que je l'ai tellement lu et relu. Et voilà, donc ça, on ne le fait que si on est motivé et passionné. Parce que sinon, on peut le relire une seule fois. Mais voilà, ça, c'est aussi, chacun fait comme il l'entend. Et ça dépend de là où on met le curseur au niveau de l'exigence. Et j'avoue que je le mets assez loin, mais bon. Ça se sent quand il y a ou pas du travail derrière un article. C'est bon, il y a des personnes qui ont des grandes facilités d'écriture, mais si le contenu est plat, vide, c'est bon, voilà, ce sont des mots alignés avec élégance, mais on n'apprend rien, on ne raconte pas une histoire intéressante et finalement c'est superflu. C'est superficiel, superflu, c'est voilà, c'est juste de la facilité. Donc, C'est pas du travail de journalisme, c'est plus du travail d'écriture. oui, absolument, absolument. Parce que finalement, j'en reviens à ça, le journalisme, c'est beaucoup de travail et c'est difficile et c'est fatigant et à la fin, on est satisfait si on a beaucoup donné et si finalement, on a la conscience tranquille en quelque sorte, si on a tout fait pour que ce soit bon, vérifier toutes les infos, vérifier les mots, l'écriture, éviter les répétitions. En fait, il faut se relire plusieurs fois. Et pour des articles importants, ma dernière relecture, je la fais par oral. Parce qu'en fait, à l'oreille, parfois, j'entends une répétition que je n'avais pas lue avec la lecture pour soi dans sa tête. C'est différent. Et donc, voilà. Et puis parfois, il m'arrive de faire relire à un ami en lui demandant s'il a compris. Parce que quand on aborde des aspects techniques pour le grand public, notamment en horlogerie ou même en joaillerie, je suis dans mon monde et il est essentiel que n'importe quel lecteur puisse comprendre. On doit se mettre à la place de l'autre. Et Ouais. c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire relire à des personnes, même de son entourage, ou en leur demandant, des personnes qui ne connaissent rien. D'une part, on voit si ça les intéresse, d'autre part, si elles ont compris. Et s'il y a un passage qui est confus, il faut le réécrire. Donc, j'en reviens à une des qualités essentielles du journaliste, c'est l'humilité. D'accord. Donc en fait, pour vous, si quelqu'un nous écoute qui a envie d'être journaliste, donc il faut qu'il soit humble, adaptable et qu'il n'ait pas peur de travailler. Absolument. Rigoureux et curieux. La curiosité, c'est la base aussi, s'intéresser à plein de choses. Et dans mon parcours, au départ, je m'étais dit que je ne voulais surtout pas me spécialiser. C'est pour ça que j'ai fait des études extrêmement générales et généralistes. Et puis, quand j'ai fait ce stage dans un quotidien régional, je suis allée voir toutes les rubriques, tous les étages. Et j'ai dit, je ne veux pas me spécialiser. Et la vie, en fait, a fait que je me suis spécialisée d'abord dans l'industrie et aujourd'hui dans l'horlogerie-joaillerie. Mais peu importe, je suis arrivée là un peu par hasard, c'est le destin. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout envie de quitter ce secteur parce qu'il est vraiment... maintenant, il fait partie de moi. Je suis devenue, bon, parmi les journalistes spécialisés et donc spécialistes connus et reconnus, bon, entre guillemets, hein, mais bien sûr, mais disons que Oui, vous voilà, avez trouvé votre voie, votre place, quoi. totalement. Je me lève le matin avec Mais rien n'arrive une- forcément par hasard, hein. non, C'est que vous je, deviez je, être là. je le crois à ça, je crois à cette forme de destin, mais il faut être ouvert à ça, il faut ouvrir ses yeux et son corps, son cœur, être attentif à tous les messages du monde autour de soi et les prendre et se dire, voilà, c'est peut-être ma voie, c'est ce que je dois faire et surtout y croire. Et peu importe les obstacles,
parce qu'en fait, Rien on ne n'a résiste qu'une vie. au travail. Non, non, au travail, à la passion, aux rencontres, parce que c'est un métier surtout de rencontres, un métier humain. Pour moi, le plus intéressant dans la vie tout court et dans mon métier, c'est toujours, on va dire, l'homme, l'humain, avec ses imperfections. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, rien n'est carré, rien n'est... Voilà, c'est toujours évolutif, c'est toujours différent. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, et peu importe. Et il ne faut avoir peur de rien. Il faut juste se dire, on va rencontrer des personnes qui vont nous enrichir. Et la richesse vient des autres. Soit on est quelque chose au départ, et petit à petit on évolue, on s'enrichit, on devient plus sage, on enrichit nos connaissances, mais toujours garder ses yeux ouverts et son cœur ouvert. Et je pense que si on écrit avec son cœur, on écrit mieux. Et en parlant alors de curiosité et de cœur et de passion, est-ce qu'il y a une exposition que vous avez vue et qui vous a plu récemment, que vous auriez envie de conseiller? Alors, parmi les expositions que je vois, j'ai la chance d'aller régulièrement au Grand Palais, et notamment une des expositions qui est encore ouverte aujourd'hui, c'est celle sur le peintre Toulouse-Lautrec, que j'aime beaucoup. Et cette exposition est particulièrement intéressante dans sa mise en scène, qui est à la fois simple et, et permet aussi une certaine connaissance de ce peintre spécifique qui a eu une vie difficile, une vie courte, qui a peint alors qu'il était malade, et qui a peint des univers très différents comme les chevaux, le cirque, les prostituées. Et là aussi, on parlait de cœur, mais c'est un peintre qui effectivement venait, Toulouse-Lautrec, une grande famille, mais qui pourtant s'est intéressé à ce qu'on pourrait appeler des petites gens, et des prostituées qui souffraient, qui étaient dans des maisons closes avec des maladies. Et en fait, il a peint avec une telle humanité, lui-même étant dans la souffrance. Donc, et puis, il y a de la couleur, il y a de la beauté. Et je crois qu'aujourd'hui, en fait, tout créateur de bijoux, de montres est passionné d'art, est passionné par des tas de choses autour de lui. Mais je crois que la peinture est essentielle. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui fait du bien, qui m'apaise, qui me repose. Et dès que je peux, je vais voir une expo de peinture ou de sculpture, ou alors de mobilier, d'art contemporain, de tas de choses. Ça apaise. Donc, Oui, je oui. conseille vraiment cette exposition parmi d'autres, mais je ne sais pas, j'ai ressenti de l'émotion. Pourtant, je connais bien ce peintre, et j'ai découvert d'ailleurs des tableaux différents qui ne sont pas exposés d'habitude, qui viennent des États-Unis, donc qui ont été présentés en regard avec d'autres tableaux qu'on connaissait, qui sont notamment au musée, qui est au musée Toulouse-Lautrec à Albi. Mais elle est très intéressante, et on peut la parcourir en peu de temps, donc elle est très bien, je la Oui, recommande. et puis en plus, le Grand Palais, c'est quand même un Ah, mais le Grand endroit. Palais, c'est un lieu magique, magnifique, merveilleux. On va dire c'est un bijou. Nous avons la chance d'avoir ce lieu somptueux qui bientôt va fermer parce que pour les Jeux Olympiques, on va devoir s'en passer pendant quelques années parce qu'il sera réhabilité, rénové. Bon, il y aura des tas de travaux qui vont être faits, mais pour moi, c'est une déchirure. Ce lieu est magique. Est-ce que, pour terminer, est-ce que vous pourriez nous parler, si jamais, parmi tous les bijoux que vous avez rencontrés, est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous a marqué et que vous auriez envie de partager? Alors, c'est un bijou que j'ai vu assez récemment lors des présentations de haute joaillerie du mois de juillet à Paris. Bon, je dois dire que j'ai vu mais des merveilles absolues pour toutes les maisons de joaillerie. Tout était à chaque fois plus beau. À chaque présentation, mes yeux étaient écarquillés, c'était merveilleux. J'ai découvert une maison que je ne connaissais pas, qui s'appelle Rubeus Milano, et en fait qui a présenté
une collection assez courte, faite avec une pierre que je ne connaissais pas non plus, qui est l'alexandrite, qui est une pierre assez spéciale, assez unique. Elle change de couleur, elle passe du brun au vert, au grisé, enfin est très étonnante selon la lumière, et puis elle peut devenir avec une certaine fluorescence, enfin elle est assez incroyable. Et le designer de cette ligne s'appelle Frédéric Manet, je parlais de lui tout à l'heure pour l'orchestre joaillier, mais c'est un designer de haute joaillerie indépendant qui travaille pour plusieurs maisons, et il a su mettre en lumière cette pierre d'une façon impériale, fastueuse, magique, avec un design incroyable. Donc j'ai été complètement subjuguée. Tout était nouveau, tout était spécial, tout était particulièrement magique. Et donc là, j'étais comme une enfant, mais je n'étais pas la seule. Nous avons tous les journalistes, tous ceux qui ont eu la chance de voir ces pièces, avaient les yeux écarquillés. Et puis ensuite, j'ai pu aussi photographier une bague de cette parure. Et là, j'ai ressenti aussi beaucoup d'émotions en me disant, mais j'ai la chance de tenir dans mes mains une pierre rare, un bijou rare. Donc voilà, je fais un métier merveilleux. Mon métier est fait de chance, et tous les jours, je suis heureuse de me dire que je fais le métier que j'ai choisi. Je suis encore en train de le faire et je continuerai. Donc voilà, je ne saurais que conseiller à tous ceux qui rêvent de le faire de se lancer, de s'engager. C'est magique. Et puis, même si c'est pas dans la joaillerie, peu importe, voilà, c'est passionnant. Ah là là, et merci Karine d'avoir partagé avec nous tout cet enthousiasme et cette passion. Ça met beaucoup de joie et de plaisir. Alors, merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez Rubis sur Canapé, n'hésitez pas à aller sur iTunes, lui attribuer des petites étoiles. Cela est essentiel pour le développement du podcast, car ça l'aidera à être mieux référencé, donc plus connu et écouté. Vous pouvez également partager cet épisode sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt dans Rubis sur Canapé.